Si je te dis système totalitaire, tu penses probablement à lui ou encore lui. Ouais, en gros, des mecs qui contrôlent leur pays d'une main de fer et y imposent un code de conduite strict sans opposition possible. Exactement. Mais en fait, dans cette vidéo, on va s'intéresser au terme totalitaire vu sous l'angle des entreprises et de voir le pouvoir que les actionnaires exercent sur ces entreprises qu'ils possèdent. Et puisque les grandes entreprises possèdent la majorité de ce qui nous entoure, on est en fait dans un système pratiquement homogène et à pensée unique qui mériterait peut-être de considérer le terme totalitaire. Et ce, malgré l'absence de parti unique, contrairement au régime dont on a vu les dictateurs dans le début de cette vidéo. On verra aussi aujourd'hui pourquoi ça nous concerne tous et toutes, et pourquoi, pour beaucoup d'entre nous qui travaillons ou avons travaillé en grande entreprise, nous ne sommes en fait pas en démocratie pendant plusieurs heures par jour, du moment où on rentre dedans jusqu'au moment où on sort. C'est parti! Comme vous le savez peut-être si vous avez vu l'épisode 1, j'ai été conseiller en entreprise pour de grandes multinationales dans l'un des plus prestigieux cabinets de conseil du monde. Un jour, au travail, un de mes patrons m'a lancé une phrase qui m'a fait réfléchir. Je préparais la présentation PowerPoint que le PDG allait faire à son conseil d'administration, et en voyant la présentation que je mettais en place pour le client, mon propre patron à moi m'a dit « Ho ho ho, Victor, you can't say that. The street is watching. » Et bien entendu, par « The street », il voulait dire Wall Street. L'élément « The street is watching » m'a fait penser plus tard à la phrase du roman de George Orwell 1984, 1984 pour les Français, dans lequel le parti exerce un contrôle quasi permanent sur la population. Ce contrôle est incarné par le leader du parti, le fameux Big Brother, avec la phrase « Big Brother veille sur vous » ou « Big Brother is watching you » dans la version anglaise. Je ne sais pas si mon patron a fait une référence explicite à cette phrase-là, mais je me suis demandé s'il pouvait y avoir lieu de traiter le contrôle que les actionnaires exercent sur une entreprise de la même manière que Big Brother et son parti exercent un contrôle totalitaire sur la société de 1984. C'est quoi le rapport? La dystopie de 1984 se passe dans un pays en guerre avec un parti unique et un système de surveillance généralisé partout dans le pays. Tu as tout à fait raison, Kraken. La comparaison peut sembler tirée par les cheveux. Cependant, mon patron et moi-même, qui étions des professionnels de la gestion d'entreprise et des relations entre actionnaires, conseil d'administration et PDG, avions remarqué une certaine, disons, influence sur les entreprises exercées par les actionnaires. Et par une certaine influence, je veux dire une influence quasi totale. PDG, conseil d'administration, quoi? Ça donne quoi sans les termes sophistiqués? C'est extrêmement simple, tu vas tout comprendre. Pour cela, laisse-moi t'expliquer comment les décisions importantes sont prises dans une grande entreprise privée. On va faire simple pour commencer, puis détailler un peu. Les sociétés capitalistes, et en particulier leurs grandes entreprises, sont en gros distribuées en 3 catégories de personnes. Les propriétaires de ces entreprises, qu'on appelle généralement les actionnaires, les cadres ou les managers, qui ont la fonction de faire travailler les autres gens, et toutes les personnes qui y travaillent, qu'on appelle parfois prolétariat, qui englobe les ouvriers, les paysans, les vendeurs d'assurance, les garagistes, les vendeurs de chez H&M, les réparateurs de toilettes et j'en passe. Et d'ailleurs, un propriétaire d'entreprise peut très bien être employé comme vendeur d'H&M, mais si sa part de propriété d'entreprise est suffisante pour lui assurer un revenu, alors la personne n'est pas considérée comme un prolétaire. A noter également que la plupart des prolétaires du monde sont aujourd'hui dans des pays dits en voie de développement ou pauvres ou du tiers-monde, pour des raisons évidentes, du moins du point de vue des propriétaires, puisque la main-d'œuvre y est moins chère. Mais durant cet épisode, on va se concentrer sur les actionnaires, donc les propriétaires, qu'on appelle aussi parfois les capitalistes, et dont la résultante des actions est parfois appelée en termes sociologiques le capital. Et dans le prochain épisode, on verra la relation entre le capital, donc les propriétaires des entreprises, et leurs exécutants, à savoir le PDG, les managers, les hauts cadres, les grands directeurs, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra bien vite dans cette série sur le prolétariat et les relations entre classe managériale, classe propriétaire et classe prolétaire. Comme tu t'en souviens peut-être, dans le premier épisode, je vous avais dit que les entreprises modernes avaient acquis des droits colossaux au 19e et au début du 20e siècle, les rendant en gros illimités dans la durée ou immortels, donnant notamment une responsabilité limitée aux actionnaires en cas de problème, ainsi que l'opportunité de fusionner et racheter d'autres entreprises et leur donner un statut de géant transnational aux retours financiers énormes et aux capacités d'influence des comportements et des politiques, ce qui résulte assez logiquement d'un comportement amoral, psychopathique et infiniment assoiffé de profit. Aujourd'hui, on va ouvrir la boîte de l'entreprise et regarder comment ça se fait que les décisions y sont prises d'une telle manière. Commençons donc par le haut de l'entreprise. Les propriétaires de l'entreprise recouvrent l'ensemble des personnes ou des institutions et structures qui possèdent des actions. Une action est tout simplement un titre de propriété qui donne plusieurs droits à la personne qui la porte ou qui la détient. Ces droits incluent notamment le droit d'élire le cadre supérieur et la présidence de l'entreprise, de valider les décisions de ce haut directorat, de virer et remplacer ses patrons d'entreprise, de posséder le capital au sens comptable habituel d'outils de production, c'est-à-dire tout le matériel, les outils, les bureaux, les ordinateurs, etc., qui sont la propriété de l'entreprise et donc par extension la propriété des actionnaires. La propriété intellectuelle, c'est-à-dire plus ou moins tout ce que les employés qui travaillent à l'intérieur de cette entreprise produisent comme savoir-faire ou comme technique. Les actionnaires possèdent également les fruits de la production, c'est-à-dire les marchandises et les services qui sont vendus par l'entreprise. À noter que c'est relativement différent de la plupart du cours de l'histoire, dans lequel la personne qui travaille, c'est-à-dire un artisan, un paysan, un fermier
ou je ne sais quoi, possède le fruit de son labeur, possède la marchandise qui est produite et détient elle-même le droit de la vendre à qui veut. Et bien entendu, dériver des profits des fruits de la production. Ces profits sont donc le bénéfice qui reste une fois que l'on soustrait au chiffre d'affaires la somme des coûts qui ont été occasionnés par le business, et les profits peuvent soit être réinvestis dans l'entreprise, soit extraits sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Waouh, rien que ça. Et c'est qui du coup concrètement les actionnaires de multinationales? Eh bien évidemment, ça inclut différents types de propriétaires. Premièrement, il y a évidemment de petits actionnaires, des individus ou des ménages qui ne sont parfois pas très riches, possèdent 2 ou 5 ou 30 000 euros ou dollars ou francs en actions d'une entreprise ou de plusieurs entreprises et perçoivent de temps en temps des dividendes et autres, comme on le verra dans le prochain épisode sur la bourse. Il y a aussi dans certaines boîtes des individus qui sont des fondateurs ou actionnaires des premières heures, qui ont parfois amassé des fortunes titanesques et se sont enrichis comme des gros malades durant l'immense bulle spéculative actionnariale qui a suivi le choc de 2008, y compris durant la crise de l'euro ou durant la pandémie de Covid. Mais finalement, et le plus important, il y a des investisseurs institutionnels. Des quoi? Des gros fonds d'investissement qui accumulent ton épargne et mon épargne, nos fonds de retraite, enfin bien entendu surtout celles des hauts salaires et des héritiers, et qui investissent dans d'autres fonds, qui groupent ces fonds, et donc font des fonds de fonds, dans une espèce de gigantesque système de liens de propriété croisés, qui investissent eux-mêmes dans d'autres fonds, ou dans d'autres banques, ou dans d'autres véhicules d'investissement. Et cette chaîne est souvent complètement opaque, transnationale et colossale en termes de volume. Donc ce système que je viens de vous décrire est une sorte d'ensemble de petites boîtes noires, dans lesquelles en fait votre épargne est canalisée via certains investisseurs, qui investissent dans d'autres investisseurs, qui investissent dans d'autres investisseurs, etc. Et qui, eux, finalement, investissent en masse dans des grandes entreprises. Vous noterez donc que la plupart des multinationales ont en fait un actionnariat, donc un ensemble de propriétaires, qui est complètement diffus. Il est composé de plusieurs boîtes d'investissement, qui sont elles-mêmes la propriété de plusieurs boîtes d'investissement, et où il est très difficile d'avoir une propriété personnalisée qui soit appliquée à ces multinationales. Et il est bien entendu extrêmement difficile de savoir à qui appartient quoi. Il convient également de noter qu'avec les actionnaires, ce n'est pas une personne en vote, comme dans une élection ou un vote d'initiative ou de référendum. Mais les actionnaires possèdent un nombre de votes proportionnel au montant qu'ils ont investi. Autrement dit, ces fonds institutionnels qui concentrent et canalisent notre épargne possèdent un pouvoir titanesque sur les entreprises. En plus, il faut dire que les actionnaires ne votent pas sur tout. Généralement, ils élisent un conseil d'administration d'une douzaine de personnes qui supervisent de façon plus proche les dirigeants de l'entreprise, c'est-à-dire le PDG et les cadres supérieurs, au nom des actionnaires. Et l'influence de l'ensemble de ces investisseurs institutionnels est absolument colossale. Comme je vous l'ai dit, ces investisseurs sont très impersonnels et diffus. Ils font des votes non pas en fonction d'une préférence ou d'une éthique personnelle, mais ils font des votes en fonction de rentabilité des investissements, et possèdent évidemment un droit de vote gigantesque. Ça veut donc dire que la plupart des directions prises par l'entreprise sont décidées in fine par un conseil d'administration ou un ensemble d'actionnaires, qui est principalement une espèce de boîte noire complètement opaque, qui n'est là que comme technicien de la rentabilité et qui va ne donner de priorité qu'à un seul type d'investissement, à savoir la rentabilité financière. Pour donner une idée du poids que prennent maintenant ces optimisateurs professionnels, on voit sur ce graphique, concocté par la Banque centrale américaine et par Goldman Sachs, pas exactement des activistes altermondialistes, que les ménages, c'est-à-dire les households en anglais, sont passés de plus de 90% de la propriété des compagnies privées américaines en 1945 à seulement 35% en 2011. A noter qu'en plus, ces investisseurs institutionnels sont, comme vous le doutez bien, investis dans la plupart des grandes boîtes. Et donc les mastodontes de la finance professionnelle, ou ces gros investisseurs institutionnels, sont en fait les mêmes propriétaires de la plupart des grandes multinationales. Par exemple, récemment, 2 boîtes, BlackRock et Vanguard, avaient été mises en lumière comme étant l'un des principaux investisseurs de Apple, Facebook, Pfizer, Lockheed Martin, Tesla, Mastercard, DuPont, General Electric, Fox Media, Disney, Microsoft, Paramount et IBM. Et il y a fort à parier que ces 12 noms sont en fait là juste parce que ce sont des boîtes connues, mais que si on va chercher dans le S&P 500, c'est-à-dire l'ensemble des 500 plus grosses compagnies américaines, il y a fort à parier que ce soit exactement la même chose. Ce qui est un résultat logique de la masse monétaire qui a investi dans ces fonds, et également d'instruments de plus en plus véhiculés comme les ETF, dans lesquels je ne rentrerai pas en détail aujourd'hui. Additionnellement, comme vous l'imaginez, BlackRock, Vanguard, Fidelity et compagnie ont autre chose à faire que d'administrer leurs entreprises. Il suffit bien souvent en fait de mandater une entreprise qu'on appelle un proxy, qui ira au conseil d'actionnaires à leur place pour prendre les décisions. Et vous vous doutez bien que le proxy est rémunéré en fonction du profit qu'il va ramener à son mandataire, et donc que le proxy a intérêt à maximiser les profits. On obtient donc une couche additionnelle dans ce système de boîte noire, où à nouveau, le système complètement froid et optimisateur de la maximisation de profit fait ses preuves. J'aimerais insister sur ce point. BlackRock, Vanguard et tous les autres intermédiaires financiers vont toucher de l'argent en proportion des profits des entreprises dans lesquelles ils investissent. Car oui, ils prennent au passage de légers frais de commission. Et donc, la métrique principale qui compte pour ces investisseurs est le return on equity, c'est-à-dire le retour sur capital. Et autrement dit, le système des multinationales et des grandes entreprises dirigées par ces fonds
est entièrement conditionné par l'impératif d'accumulation maximale du capital. Vous comprenez donc bien le diagnostic de l'épisode 1 sur la moralité et le code psychopathe des multinationales, puisque ce système de production est entièrement conditionné par un système de boîte noire d'acteurs financiers intermédiaires qui ne sont là que pour la rentabilité du capital investi. Et la finance éthique alors dans tout ça? Eh bien, tu vois la difficulté d'investir dans des causes nobles dans ce genre de système. En fait, l'intermédiation est tellement opaque et multicouche qu'il devient pratiquement impossible d'avoir une garantie que quand tu vas voir ton banquier et que tu lui demandes d'investir ton épargne dans des causes éthiques, elles finissent effectivement là-dedans, puisqu'elle va être redistribuée dans toutes sortes d'autres intermédiaires financiers et arriver dans des multinationales dans lesquelles tu n'aurais pas investi si tu avais choisi toi-même en tant qu'individu où mettre ton argent. En d'autres termes, quand tu vois des beaux prospectus de finances vertes pour ton épargne, sois méfiant. Mais au final, à qui va tout ce fric? Alors tu as bien raison, au final, tout le profit qui est dégagé des multinationales atterrit bien dans des poches. On a bien dit qu'il y avait des fragments de ces profits qui allaient atterrir dans les poches des intermédiaires financiers en tant que commission et que frais pour leurs services, mais au final, tu as bien raison, une grande partie des profits sera touchée par des investisseurs de chair et d'os, qui ne sont pas juste des salariés de ce système d'intermédiation financière. Qui sont-ils? Eh bien, sans surprise, ce système actionnarial et le reste du système financier du capitalisme profitent bien entendu aux capitalistes et aux cadres, par rapport aux classes qu'on avait vues plus tôt, ce qui est très clair quand on regarde n'importe quel graphe de distribution de fortune, comme ils sont régulièrement publiés et vulgarisés par des ONG comme Oxfam ou d'autres. Par exemple, on voit ici que le 1% des plus riches aux États-Unis détient 35% de la bourse. Je répète, 1% des personnes détient plus du tiers de la richesse du pays le plus puissant du monde. Et encore pour la partie visible et non évadée ou cachée de leur fortune. Mais ce n'est pas tout bien entendu. Le top 10% des plus riches détient environ 3/4 de toute la bourse. Le 50% de la population qui suit détient le quart restant et 40% des plus pauvres du pays ne détient plus ou moins rien du tout. Toutes sommes confondues, c'est-à-dire actions, immobilier, obligations et bien entendu compte en banque, etc. 10% détient 3/4 et 40% détient rien du tout donc. Exactement. Et ceci est largement dû au système boursier et au fonctionnement dont les investisseurs captent en fait toute la valeur qui est produite par le système d'entreprise du pays. Autrement dit, on a un type de montage de boîte noire et d'institutions légales qui fait que la plupart des personnes riches du pays puissent capter la création de fortune qui dérive de l'activité économique du pays. Et je vous rassure, si vous vous dites que ce n'est peut-être que le cas aux États-Unis, les statistiques sont en fait plus ou moins les mêmes dans votre pays, que vous vivez en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique francophone ou ailleurs. Et j'aimerais attirer l'attention sur le fait que ce graphe a été fait avec des données 2007, c'est-à-dire avant la gigantesque crise immobilière et financière des années 2007-2008 qui a plongé énormément de personnes dans la pauvreté, et avant l'immense bull market ou marché en hausse des actions des années 2009 à 2020 plus ou moins, ainsi que la pandémie Covid durant laquelle, comme on l'a vu, les multinationales se sont gavées, ainsi que les milliardaires qui en dérivent leur fortune. En fait, pour être tout à fait honnête, ils sont probablement bien pires dans la plupart des pays d'Afrique francophone que les nombres qu'on vient de voir aux États-Unis. Mais promis, on reviendra en détail dans plusieurs épisodes à venir sur les dynamiques coloniales et néocoloniales qui sévissent dans la plupart des pays dits du Sud global, dont l'Afrique fait bien entendu partie. Ok, c'est parti pour la récapitulation. S'il y a 6 points clés à retenir de cet épisode. La société est divisée en gros 3 classes. Les actionnaires, les cadres et la masse prolétaire. La classe des actionnaires possède d'immenses droits de rente et d'extraction sur les entreprises, et cela est proportionnel à la masse investie. Le système financier est un assemblage d'investisseurs qui ressemble à un espèce d'ensemble de boîtes noires, très opaques, qui contrôle la masse des investissements et de l'épargne, ce qui bénéficie à la petite minorité de la classe des gros actionnaires. Posséder quelques actions ou un fonds de pension ne fait pas de vous un capitaliste ou un actionnaire, cela ne fait que de vous un actionnaire extrêmement mineur qui va toucher très peu de rente de ses capitaux investis et qui va devoir aller travailler comme n'importe quel prolétaire dans l'histoire du capitalisme. Un petit ensemble d'institutions financières et de cadres dérive de la puissance et de l'argent de ce système tout en étant eux-mêmes pas forcément des capitalistes, puisque je rappelle que même avec un salaire de 10 000 € par mois, il faut quand même aller travailler. La grande majorité de la population des pays riches ne possède proportionnellement quasiment rien de la fortune du pays. Comme promis, le prochain épisode portera sur les liens entre les actionnaires et les cadres ou managers pour bien comprendre comment est-ce que les managers exécutent les ordres des actionnaires et pourquoi. On va donc voir la relation entre les big boss et les exécutants, c'est-à-dire les PDG, les cadres et les investisseurs financiers qui les aident, dont j'ai moi-même été professionnellement un élément. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si tu veux en être informé. Lâche un like tentaculaire pour m'aider avec l'algorithme. J'ai aussi mis 3 références dans la description si tu veux creuser les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Merci pour l'écoute et à la prochaine.